Bon, rebonjour, merci. Donc cette fois-ci, je vais faire le focus un petit peu de l'impact de l'environnement, des modes de vie, etc. sur les 1000 jours avec cette programmation très précoce des maladies chroniques. 3 points, là je vais juste faire un très très bref rappel effectivement sur cette période-là. Ensuite, je vais développer 2 points dans l'impact au cours des 1000 jours. On sait qu'il y a en gros 3 choses qui nous intéressent. C'est le problème nutritionnel, l'exposition aux toxiques pendant cette période et puis le stress en particulier de la mer. Je ne vais pas développer le stress pour des problèmes de temps, mais c'est très très important. Des grandes équipes qui travaillent sur ça. Il y en a une en particulier à Lausanne qui est très active là-dessus. Je ne vais pas développer, je vais me concentrer sur les toxiques et un peu plus, je reviendrai sur la nutrition. Et puis surtout, le point encore une fois qui nous intéresse, une fois que nous savons tout ça, ce qui nous taraude tous, c'est est-ce qu'on peut intervenir, est-ce qu'on peut changer les choses et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement de ces connaissances-là. Ces connaissances ne seront intéressantes que si on peut les utiliser, bien entendu. Alors juste pour vous dire, là encore, les maladies chroniques au sens très large, 60% des décès dans le monde entier, 35 millions de décès par an, donc juste pour donner un peu quelques chiffres, 80% de décès dans les pays à faible ou moyen revenu, avec une augmentation de 17% de l'incidence de ces maladies dans la prochaine décennie, c'est les chiffres de l'OMS. On ne va pas reculer, on va augmenter ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, d'ici à 2030 simplement, 9 à 3,3 milliards de personnes seront en surpoids ou obèses, contre simplement 1,3 en 2005. Donc on voit bien l'explosion de ces maladies-là. Et puis concernant le diabète, quelques 552 millions de personnes vivront avec le diabète contre 366 actuellement. Donc on voit bien que le processus s'aggrave. Donc toute la réflexion, tous les angles d'attaque, etc. sont intéressants et vous verrez que les 1000 jours pourraient être un angle d'attaque assez intéressant. Alors, dans les origines du mode de vie, tout à l'heure, j'avais souligné l'augmentation des toxiques et les déséquilibres nutritionnels. Les toxiques, bien sûr, l'aliment, l'air, l'eau. Daminard, tout à l'heure, elle en a parlé sur les perturbateurs endocriniens, donc je vais aller très vite, donc toute l'exposition à ces toxiques. Et puis, je reviendrai sur l'alimentation déséquilibrée, riche en graisses, en glucides, avec bien sûr les maladies métaboliques que l'on connaît, cardiovasculaires, le cancer, qui sont les principales maladies qui sortent de là. Le stress, je vous l'avais dit, ce sera probablement pour une autre fois. Alors, encore une fois, c'est juste ce diagramme. Comment peut-on résumer une maladie chronique? 3 entrées. Encore une fois, je vais aller très vite, on l'a vu tout à l'heure. Toujours ce fond génétique important qui reste 10-20%, bien sûr le mode de vie, épigénétique. Alors là, je m'arrêterai un peu plus sur le développement par contre, la 3e entrée que vous voyez en bas, parce que c'est là, bon, c'est là que nous nous situons en réalité dans les 1000 jours en bas. Cette période-là est une période de vulnérabilité, une période de fragilité. Lorsque vous avez des modifications du mode de vie dans cette période-là, probablement que la mise en place de l'épigénome est fragile. En général, les altérations se fixent et restent. Ce qui est très intéressant, on en parlera tout à l'heure, les altérations dans la période de 1000 jours vont laisser un impact dans l'épigénétique qui sera là, qui restera tout le temps dans la vie de quelqu'un pendant très longtemps, et c'est les maladies se déclarant sur le plan clinique, mettons après la cinquantaine, mais avant les signes cliniques, cette signature de l'impact est toujours là. Et ça a donné pour nous, les chercheurs, une occasion extraordinaire, parce que moi j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années sur la modélisation des 1000 jours, parce qu'on pouvait créer, à partir des 1000 jours, en modifiant l'impact, on pouvait créer toutes les maladies chroniques que l'on voulait à l'âge adulte, mais, comme on savait qu'on avait manipulé très tôt, on allait chercher les signatures très très tôt dans nos modèles qui allaient expliquer les maladies. Et c'est comme ça que donc on avait des signatures prédictives et préventives des maladies qui allaient arriver et qu'on est allé valider ensuite sur des cohortes humaines. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple sur ça. Alors, cette idée de 1000 jours, c'est une femme politique qui a lancé ça. Comme vous le savez, c'était Mme Clinton lors de sa campagne électorale
hélas, même si la problématique est majeure, et nous le savons maintenant, ça ne l'a quand même pas fait gagner. Donc voilà, elle avait très très vite dit que c'était pendant cette période-là qu'il fallait jouer sur la nutrition pour les femmes enceintes, etc. Et que cette période-là allait être capitale pour la suite, et qu'elle voulait développer, si elle avait été élue, toute une politique autour de ça. Peut-être qu'elle l'aurait faite, peut-être pas. L'histoire ne saura pas. Alors, les 1000 jours, en gros, pour vous résumer, c'est quoi? C'est la grossesse, 270 jours, c'est la première année et la deuxième année de l'enfant. Si vous faites le calcul, vous tombez sur 1000. En réalité, sur le plan scientifique et médical, nous savons que c'est plus que 1000 jours. Parce que là, on a occulté, comme vous le voyez, la partie préconceptionnelle. La partie préconceptionnelle, les 2-3 mois avant la conception, sont très, très, très importants aussi. Donc en réalité, si on veut être complet, c'est au-delà de 1000 jours. Et puis toujours dans un petit peu la critique, les gens pensent que jusqu'à la puberté, ça reste une période de fragilité si on veut être complet dans cette approche-là. Mais la notion de 1000 jours est restée un peu une symbolique pour dire prendre les problèmes très tôt. Voilà, simplement pour cette photo, pour vous dire, protéger l'enfant pour en réalité mieux protéger l'enfant. Donc, commencer très très tôt à ce niveau-là. L'autre point intéressant, pourquoi les 1000 jours sont très intéressants sur le plan épigénétique et développemental, quand on regarde l'impact de l'environnement tout au long de la vie, vous voyez que l'influence de l'environnement, elle est très très importante dès les premiers jours, vous voyez, de l'embryon quand il se forme, fœtus, etc. Et puis vous voyez l'enfance encore, et puis vous voyez que l'impact de l'environnement va aller en diminuant. Donc cet impact-là, elle est claire et c'est sur celle-là qu'il faut jouer. Toujours un petit peu dans ce sens, donc toutes ces expositions développementales précoces, la nutrition, le mode de vie, etc., l'environnement chimique, va jouer sur l'épigénome. Je ne reviendrai pas dessus, je vous en avais parlé tout à l'heure. Et c'est ce qui va ensuite se traduire dans les susceptibilités ou la maladie à long terme qui va toucher la croissance, le comportement, obésité, reproduction, etc. Donc sur cette photo un petit peu qui avait fait la une à l'époque lorsqu'un livre, j'ai oublié son auteur qui était sorti, qui avait écrit que sur les 1000 jours, un livre magnifique, c'est une femme qui était enceinte, une journaliste et qui avait traduit ça, elle avait fait le tour un petit peu de la science à l'époque et ça, on en avait parlé, je crois qu'il y a son nom en bas, et donc on avait dit que tout se jouait effectivement, comme vous voyez, pendant ces 9 mois. C'est très intéressant de dire ça. Mais je pense aussi dire ça, c'est aussi culpabiliser la maman. Et ça pose de gros problèmes de dire que c'est elle finalement qui est responsable. Avant, c'était la problématique génétique qu'on lui mettait dessus et après, on a redéplacé un peu sur le mode de vie, mais finalement, elle est toujours au centre un petit peu de... C'est de sa faute, quoi. Et du coup, j'ai eu une de ces chercheuses dans mon laboratoire qui est partie maintenant en Suisse, une femme, qui a dit je vais faire une synthèse bibliographique sur finalement l'impact sur le père, qu'est-ce que ça peut faire dans la descendance. Et bon, pour ceux que ça intéresse, voilà un petit peu la synthèse de ce qui a été sorti, qui est très intéressante d'ailleurs. Et vous voyez donc le père en haut. On a regardé tout ce qui est autour de l'impact des toxiques, l'alimentation, le stress, etc. Y compris lorsque le père, on est père un peu plus âgé, etc. Donc elle avait fait le tour de la question. Et vous voyez qu'effectivement, on peut retrouver absolument les mêmes problématiques. Il y a dans la gamète mâle, il va y avoir une mémorisation de l'impact du mode de vie. Vous savez que maintenant, dans les cellules germinales hommes, on trouve des signatures à base de micro-ARN, pratiquement de toutes les maladies chroniques qui pourraient survenir après. Donc le père, oui, lui aussi est responsable un petit peu dans cet aspect-là. Et ça va expliquer un certain nombre de maladies aussi. Donc, c'est à égalité au moins. Alors, je reviens maintenant un peu plus dans le détail, dans les origines des modes de vie, et je vais revenir sur un peu quelques notions de toxico qui ont été déjà soulevées tout à l'heure, et puis sur l'alimentation. L'aspect toxico, oui, l'impact des toxiques pendant cette période-là est une grosse problématique, puisqu'elle va laisser des traces et programmer des maladies, vous verrez.
Je vais aller très vite. Là, encore une fois, on vous en a parlé tout à l'heure. Vous voyez ici la pollution de l'air, l'exposition aux toxiques chimiques, que ce soit des perturbateurs, métaux. Mais vous voyez ici, on a indiqué aussi l'altération psychosociale aussi, la dépression, tous ces problèmes-là. La position socio-économique, n'oubliez jamais, jamais, jamais que la pauvreté est un impact majeur dans la mise en place, dans les altérations épigénétiques et dans les altérations des maladies chroniques. L'oublier, ce serait une erreur. Oui, la pauvreté en fait partie. Et il y a un très très beau papier qui est sorti dans le Lancet il n'y a pas très longtemps et qui avait dit que la pauvreté était non seulement à l'origine, mais que c'était aussi un choix politique qu'on pouvait modifier, mais qu'on ne le faisait pas. Voilà, où on pouvait intervenir, bien entendu. Je ferme la parenthèse. Oui, pardon. Ouais, c'est pas toujours... Ouais. Ça a été dit tout à l'heure, là aussi je vais aller... Voilà, ça a été dit tout à l'heure, mais vous voyez là dans la colonne tout à fait à droite de l'autre côté, ben, c'est la naissance, le poids de naissance, le terme, etc., la croissance, tout, on retrouve tous les problématiques. Et là, on a signalé même un problème du neurodéveloppement dont on a parlé très longuement, qui est l'autisme aussi, qui est suspecté d'être là-dedans, bien sûr. Très vite, là aussi, je concentre sur la pollution. Il y a eu des synthèses assez intéressantes qui ont été faites là-dessus, où on voit la programmation, en tout cas au niveau du cerveau, mais je pense que vous allez en parler tranquillement tout à l'heure, en tout cas de la neuroinflammation qui se met en place et qui peut être un marqueur effectivement prédictif de ce qui pourrait se passer au niveau de la neurodégénérescence, mais je m'arrêterai là, puisque vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler de ça. Un mot sur un papier qui est sorti plutôt sur une série de travaux qui ont été menés au laboratoire au Danemark de Skakebak et de Bernard Gigot à Rennes. C'est un travail qui a associé des Danois et des Français et qui avait porté une suspicion assez très très forte sur le paracétamol, la prise du paracétamol pendant cette période-là, où on avait effectivement une diminution de la distance anogénitale. Ça veut dire qu'il y avait des anomalies négénitales chez l'enfant, ça pouvait engendrer ça. Vous voyez bien l'hyperactivité, etc., donc autisme, et puis la puberté précoce. Bien sûr, encore une fois, comme on avait dit tout à l'heure, c'est des associations, nous sommes dans des cohortes humaines. Il n'y a pas, quand on dit association, c'est des choses qui se passent en même temps, mais le lien de causalité manque, bien entendu, et c'est ça le plus fort. Alors le lien de causalité, vous ne pouvez le retrouver que dans des modèles expérimentaux et modèles animaux. Vous allez prendre un modèle in vitro ou in vivo, vous allez lui faire tout ça, et vous allez regarder ce que ça va faire. Et ces auteurs, bien entendu, l'ont fait effectivement dans les modèles animaux. Et vous voyez que lorsqu'on expose des modèles animaux à ce type de molécules, paracétamol, eh bien vous avez absolument tout ce qui a été soupçonné dans la descendance, puisque vous retrouvez une altération des gonocytes, de la stérodogenèse, des cellules germinales, vous retrouvez une altération de neurotransmission, etc., l'infertilité à l'adulte. Donc, dans le modèle animal où on a le lien de causalité établi, puisqu'on donne et on regarde ce que ça fait, donc un lien de causalité, on a cette démonstration. Mais bien entendu, un animal est un animal avec ses limites, et donc en composant les deux, on voit bien qu'il y a quand même une forte suspicion. Donc, on dit au moins qu'il faut être précautionneux avec cette molécule-là. Voilà. Je voulais dire un mot sur les perturbateurs endocriniens, même si vous avez un long topo, mais je vais un peu le raconter sous l'angle des 1000 jours et sous un angle un tout petit peu différent. Voilà. Par hasard, on a la même dia, j'ai remarqué, que ma collègue. C'est un extrait d'une photo du monde. Simplement pour dire, quand vous regardez tout ça, ces perturbateurs endocriniens, avec toutes les limites qu'elle a posées tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec elle, sont présents dans notre environnement et ça interpelle, bien entendu, sur leur côté toxique. Alors, ce que nous avons fait en laboratoire quand j'étais à Lyon, on a beaucoup travaillé dans notre équipe pendant pratiquement une dizaine d'années sur ce qu'elle avait dit tout à l'heure, l'infertilité. Oui, l'infertilité, c'est ce qui a été le plus mis en lien avec les perturbateurs endocriniens. Donc, pendant une dizaine d'années, nous avons développé absolument tous les modèles autour des perturbateurs endocriniens. Je voulais juste vous résumer les résultats principaux. Donc ici, on a exposé pendant la période des 1000 jours des modèles expérimentaux à des perturbateurs endocriniens de type œstrogénique.
Ces modèles, quand ils sont devenus adultes, ils sont devenus stériles, avec une apoptose massive des cellules germinales, et ils ne faisaient plus de petits. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'était derrière quelle était l'explication épigénétique de cette altération, de cette apoptose massive qui faisait qu'il y avait une infertilité. Les résultats auxquels nous avons abouti, nous avons trouvé 3 micro-ARN qui étaient perturbés. Nous avons trouvé le micro-ARN 101, le 29 et le 18A. J'insiste, j'y arrête parce que vous verrez, c'est important. Le 101 est un micro-ARN clé. Pour ceux qui s'intéresseront à ça, vous le retrouvez comme un effecteur majeur parce qu'il contrôle un gène qui s'appelle le ZH2. Le ZH2 est un gène clé dans l'épigénétique parce que quand il y a des modifications, par exemple épigénétiques d'une cellule au cours de la différenciation, et que cette cellule va se multiplier, elle va garder son patrimoine épigénétique grâce au ZH2. Le ZH2 est la molécule et le gène clé de la mémorisation de nos modifications épigénétiques. Tout à l'heure, on nous a parlé de DES pendant 3 générations, certainement que c'est ce gène qui joue un rôle clé. Donc il est altéré, et en plus, quand il est altéré, il va donner des anomalies dans les cassures d'ADN. Probablement, il va générer aussi des mutations derrière qui sont secondaires. Le micro-ARN 29, le deuxième, il est capital aussi parce que c'est lui qui contrôle l'enzyme qu'on appelle les DNA méthyltransférases et qui contrôle toute la méthylation de l'épigénome. La méthylation, ça veut dire extinction ou allumage de différents gènes. Donc ce micro-ARN est altéré là-dedans. Et puis le 18, c'est les heat shock protéines, mais lui-ci est impliqué dans la mort cellulaire. Les 3, quand vous les faites converger, expliquent parfaitement l'infertilité puisque c'est eux qui expliquent l'apoptose massive des cellules germinales. Donc nous avons eu ce résultat et puis nous avons essayé, nous nous sommes posé 2 autres questions. La prochaine, c'était de dire, est-ce que cette signature-là, le 101, le 18 et le 29, est-ce que si on prend des cohortes de patients infertiles, et moi j'ai eu la chance de travailler dans des services de PMA pendant des années, et nous avons pris des cohortes de patients infertiles, des hommes, et nous nous sommes posé la question, est-ce que chez les personnes infertiles versus des patients fertiles, nous avons cette altération? Et la réponse est oui, oui, oui. Nous avons retrouvé cette belle signature chez les patients infertiles qui combinaient le 101, le 29 et le 18, à tel point que nous sommes en train d'en faire une signature probablement précoce de l'infertilité. Autre question que nous nous étions posée à l'époque, c'était celle-là, c'était de dire, cette signature qu'on a trouvée dans l'infertilité, au fond, puisqu'on dit que les maladies chroniques, elles ont les mêmes origines, toxico, déséquilibre nutritionnel, stress, est-ce que cette signature, on pouvait la retrouver dans d'autres maladies chroniques? La réponse est oui. Regardez, on retrouve cette signature dans le cancer, maladie cardiovasculaire, et ça, c'était très, très intéressant. Si on les retrouvait dans les autres maladies chroniques, ça voudrait dire que peut-être il y aurait une filiation entre les gens qui font l'infertilité vers la trentaine, parce que vous ne souffrez pas, vous voulez juste avoir une progéniture à 30 ans, vous ne souffrez de rien cliniquement. Est-ce que les gens, globalement, on va dire la question simplement, qui sont infertiles à 30 ans, ce sont déjà des gens qui pourraient faire plus de maladies chroniques que d'autres, puisqu'ils ont cette signature-là. Et là, nous nous sommes retournés vers des travaux d'une très grande cohorte aux États-Unis faite par Heisenberg et une autre en Europe par Ventimi, qui sont allés retourner dans les grandes banques de PMA pour voir que sont devenus les hommes qui sont passés par les fécondations in vitro. Et très clairement, ils se sont rendus compte que dans une très large majorité, ces hommes avaient eu une espérance de vie moins importante que la moyenne des gens. Deuxièmement, que ces hommes-là avaient fait beaucoup plus de maladies chroniques, en particulier de cancer, que la moyenne des gens. Voilà ce que je voulais vous dire, cette filiation que l'on a maintenant entre l'environnement, ce type de marquage et le lien qu'il peut y avoir entre l'association des maladies chroniques entre elles. Et tout ça, encore une fois, c'est une programmation des 1000 jours. Hein. Nous sommes partis de cette période des 1000 jours. Hein. On a travaillé sur ça. Je passe à l'alimentation très rapidement. Là aussi, bon, on les a vus tout à l'heure. Alors, comment la nutrition ou l'alimentation pourrait-elle intervenir dans cette période-là aussi? Alors ici, pourquoi la nutrition est importante? Mais ça, je pense que déjà, vous le savez bien. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, on sait maintenant qu'est-ce qui est très très important pour la nutrition.
Vous voyez par exemple le premier trimestre, folate, iode, vitamine D, deuxième trimestre, caroténoïdes, folate, oméga 3, etc. Troisième trimestre, calcium, choline, je vais rentrer un peu dans le détail. Et puis dans toute la partie postpartum, vous avez aussi toute une série de nutriments qui pourraient être importants. Et là aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur les 3 trimestres, on voit quelle est l'activité des hormones, etc., à chaque niveau, de même que dans le postpartum, les différents marqueurs cliniques qui se modifient. Et puis en bas, sur le système nerveux, mais je n'en dirai pas un mot. Très simplement, ça c'est une dia que j'ai sortie des conseils de l'OMS ces derniers temps, comment au cours de la grossesse, vous voyez qu'on retrouve absolument ces micronutriments, calcium, zinc, magnésium, iode, toute la série de vitamines, oméga 3, qui sont la clé. Je vous l'ai mis comme ça, mais je passe très vite dessus. Sur la dia suivante, ce qui est protecteur et ce qui est toxique, dans les risques, facteurs à risque, je ne vais pas y revenir, on retrouve certains types de toxiques, mais on retrouve aussi des aliments qui posent problème, comme le sucre, voilà, l'alcool, etc., le tabac, mais ça, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Par contre, vous voyez bien que dans les effets protecteurs, on sort là aussi que de la nutrition, mais bien sûr, il y a aussi un équilibre de vie, une alimentation correcte, etc., le poids tout qui est à surveiller. Maintenant, je rentre un peu plus dans le détail avec ces facteurs parce qu'il faut les connaître, comment ils agissent, pour pouvoir éventuellement les utiliser pour intervenir. Les caroténoïdes jouent un rôle dans le développement du cerveau, des yeux, du système nerveux. La choline, c'est la croissance et la prolifération des cellules, système nerveux aussi. Le folate, avant et après la grossesse, les malformations du tube neural, mais ça je pense qu'on va vous parler. Et puis l'iode, c'est les hormones thyroïdiennes. Mais ce que je voulais dire, le fer, bien sûr, mais ça on le sait, les acides gras oméga 3 sont importants aussi, et la vitamine D est importante aussi. Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est, je voulais mettre un focus sur ce qu'on appelle les micronutriments. Les micronutriments, c'est tous ces aliments, complexes vitaminiques A, B, C, etc., K, zinc, sélénium, et surtout le complexe vitaminique B est très très important. Il est clé, à l'exception de la vitamine D, on en a besoin. Ça ne vient pas, à l'exception de la vitamine D, ils ne sont pas produits par l'organisme. Encore que la vitamine D, nous savons qu'elle ne suffit pas, il faut en prendre quand même, ça vous le savez aussi. Et les carences sont impliquées, des micronutriments, les carences sont impliquées absolument dans toutes les maladies chroniques. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que la moitié des enfants, c'est les données récentes de l'OMS, la moitié des enfants de moins de 5 ans sont en carence de ces micronutriments. Et qu'on connaît le rôle majeur, on comprend. Un mot, puisque je parle de nutriments comme tout à l'heure, je vais dériver un petit peu sur le passage obligé des micronutriments qui est le microbiote. Et là, vous voyez par exemple cette famille d'acides qui est très très importante, d'acides gras, qui est apportée et par la nourriture et par le microbiome de façon très intéressante. Les polyphénols qui sont apportés par exemple par la nutrition sont apportés. Le microbiote participe à la fabrication de nutriments clés. Et vous voyez donc comment ces acides gras qui sont clés, bien entendu leur mécanique est essentiellement épigénétique, et ça il y a un focus sur les maladies allergisantes, en tout cas tout ce qui est allergique, et vous voyez là aussi en fonction du type de nutriments, vous allez diminuer ou augmenter, et tout ça passe par de la mécanique épigénétique, en particulier par de l'inflammation aussi. On en avait parlé tout à l'heure sur cette mécanique épigénétique à 3, bien entendu avec les micronutriments. Et simplement pour vous dire la conclusion à laquelle on arrive et qui est très importante, nous avons des signatures maintenant très claires de ce microbiote lorsqu'il va bien ou lorsqu'il ne va pas bien. Lorsqu'il est altéré, on le voit sur la production de ces métabolites que sont les cétones, le butyrate, les propionates, l'acétate, l'acide gras à chaîne courte, on commence à les mesurer et leur niveau vous dit si vous avez une alimentation qui est correcte ou si elle est déséquilibrée. Donc on peut aussi commencer à corriger l'alimentation à partir de ces métabolites du microbiote. Et ces métabolites du microbiote, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un peu la grande surprise, ce sont de toutes petites molécules et c'est elles qui pilotent l'épigénome entièrement, probablement le génome et la protéomique. On rentre
entre probablement dans un troisième dogme biologique actuellement avec ces petites molécules. C'est les petites qui vont gérer un peu le gros. Ça ouvre des perspectives thérapeutiques très très intéressantes, à tel point, vous savez, qu'on commence à utiliser les acides gras à chaîne courte maintenant dans la sclérose en plaques. On s'est rendu compte que les acides gras à chaîne courte étaient très très efficaces dans l'inflammation de la sclérose en plaques. Ça, on l'avait vu tout à l'heure, mais ce que je voulais vous dire aussi, mais ça, je vais passer très vite, le microbiote aussi a des interactions très, très poussées avec le cerveau. Ben, ça, on vous dira tout ça tout à l'heure, je pense. Voilà. Un mot aussi, on a regardé le microbiote autour des 1000 jours, et donc vous voyez bien sûr le microbiote de la mère, du nouveau-né, à 4 mois et à 12 mois, vous avez tout le profil des bactéries et autres qui sont dedans, et vous voyez comment ce microbiote, au cours des premières années, dans cette période-là, va varier. Vous voyez celui de la mère, celui du nouveau-né, mais vous voyez très très vite qu'à 12 mois, le bébé est en train d'acquérir un microbiote propre à lui. Alors, les interventions, le dernier point. Est-ce qu'on peut intervenir une fois qu'on a... J'ai fait le tour un peu très rapidement, mais est-ce qu'on peut intervenir? Alors ce diagramme, je le trouve intéressant, il est simplificateur, mais il est intéressant. Vous voyez donc les 1000 jours au début là, tout ce que vous voyez, ce qu'on vient de dire, donc les risques pour les futures générations au tout début là, avec le risque de maladie chronique en ordonnée, et l'âge, et vous voyez, si vous ne faites pas d'intervention, si vous laissez faire, si vous ne faites pas d'intervention, vous voyez la courbe en rouge avec l'augmentation potentielle des maladies chroniques qui vont survenir. Si vous intervenez quand même, mais à un âge assez tardif, nous sommes dans le rouge toujours pour le moment, et en pointillé, si vous intervenez un peu plus tard, vous allez un peu diminuer les choses au niveau des maladies chroniques. Mais regardez si vous intervenez déjà à l'adolescence, le gain que vous avez en orange, qui est déjà très intéressant. Et encore plus si on commence à surveiller pendant chez la mère et la toute petite enfance en vert, regardez les gains potentiels qu'on peut avoir en termes de survenue, de risque de survenue de maladies chroniques. Je vais passer très vite, mais quelques exemples, on démarre dans ces choses-là. Un des acides aminés, la méthionine, est très intéressant parce qu'il rentre dans ce cycle-là de la méthylation de l'ADN et il est très intéressant dans la prévention anti-cancer. Vous voyez ici la méthionine avec tout le jeu des micronutriments, comment il va modifier et contrôler la méthylation correcte de l'épigénome et donc empêcher l'apparition en particulier de gènes de type pro-tumoraux. Ici, un mot sur le lait. Le lait maternel est très 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 intéressant dans la prévention. Tout à l'heure, on a eu une question. Le lait maternel, bien sûr, il apporte des nutriments, mais il apporte ici certains types d'olysaccharides qu'on a découverts et qui sont très très importants pour le microbiote et pour la production des marqueurs du microbiote. Le lait maternel aussi produit ce qu'on appelle des petits ARN non codants qui sont certainement clés pour la santé du bébé. Et vous voyez ici que ce lait maternel joue un rôle très important. Un effet probiotique avec la production des acides gras à chaîne courte qui sont majeurs dans l'anti-inflammation de toutes les maladies chroniques, qui est la base des maladies chroniques, soutiennent la barrière intestinale, donc la protège et puis évite l'inflammation. Là, vous avez un équilibre entre le rouge pro-inflammatoire et le bleu, bien sûr, en jouant sur ça. Oh, je n'ai pas voulu aller aussi vite que ça, mais je serai dans l'heure, je suis un peu rassurant. Voilà, je voulais dire un nutriment sur lequel beaucoup de gens travaillent. Par exemple, on peut le doser chez la femme enceinte si elle est en déficit. On dit que c'est très intéressant de la supplémenter en resveratrol parce qu'il joue un rôle clé dans énormément de processus qui vont survenir chez l'enfant. Vous voyez, le resveratrol diminue l'hypoxémie, diminue l'inflammation, diminue le stress oxydatif, régulation du glucose, etc. Donc, il va certainement jouer sur ralentir cette programmation des maladies chroniques. Vous voyez un petit peu tout ce qui est autour l'obésité, l'augmentation du poids, etc. Il pourrait jouer un rôle très important. Là, c'est un peu plus détaillé sur la dia suivante.
Voilà un petit peu ce qu'on lui a découvert comme effet. Bien sûr, il y a des effets au niveau du muscle squelettique, augmentation de l'oxydation de cet gras, au niveau du foie et au niveau de tout le tissu adipeux, en particulier dans le cadre de l'obésité, et bien entendu un rôle de neuroprotection au niveau du cerveau. Un mot sur une autre molécule aussi qu'on pourrait doser et qui est hyper bénéfique dans cette période-là, c'est la quercétine, bien entendu, qui est majeure. Voilà tous les aliments dans lesquels on peut le retrouver, donc on peut juste aller maintenant. Et voilà un petit peu la quantité nécessaire de prescription par jour de quercétine pour rester dans cet équilibre. Et enfin, je terminerai par cette dia, toutes ces connaissances qu'on commence à faire maintenant. Et vous voyez par différentes entrées qui pourraient faire la maladie. Les facteurs environnementaux, on en a parlé, le mode de vie, le stress, etc., que vous voyez j'allais dire en orange, le premier est en jaune, et puis l'état de maladie éventuellement sur lequel la mère peut être déjà pendant la grossesse. Et vous voyez à partir de là la quantité de biomarqueurs que l'on peut sortir de façon prédictive pour faire de la correction et prédire. Des biomarqueurs de type micro-ARN, méthylation, mais vous savez aussi des macro-ARN de type dosage de cytokines inflammatoires et des biomarqueurs tels que des dosages d'hormones, insuline ou autres. Donc, et tout ça, c'est la base un petit peu de cette médecine préventive et prédictive. Donc, je finirai par dire que c'est une période cruciale, bien entendu, car c'est une période de vulnérabilité, période de programmation des maladies chroniques, et on est en train de passer de ce concept de David Barker. David Barker a été l'épidémiologiste anglais dans les années 80 qui avait pressenti tout ça, cette faiblesse de 1000 jours, sur des études épidémiologiques, qui avait pressenti que les enfants de faible poids à la naissance, c'est eux qui, à l'âge adulte, allaient développer des maladies cardiovasculaires, plus que le cholestérol. Alors ça choquait un petit peu à l'époque. Voilà. Et donc, ce qu'on a maintenant, c'est des objectifs, des marqueurs objectifs concrets avec lesquels on peut mesurer ça. La nutrition, l'intervention de la nutrition est une clé. Et c'est aussi une base maintenant, cette nutrition, de cette médecine préventive et prédictive. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie.